Salut les copains, c'est Sam the Bonnetman, nous sommes le mercredi 16 septembre, il est 11h17 et voici le début de cette vidéo pour les prédictions de Night of Champions édition 2015 qui aura lieu donc ce dimanche 20 septembre au Toyota Center à Houston, Texas, c'est ici. Et voilà, donc c'est super cool que je vous retrouve enfin. Et on a plein de choses à dire. Enfin, surtout moi, j'ai plein de choses à dire parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis SummerSlam. Et ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai eu le temps de mater SummerSlam, mais ça m'a pris genre 2 semaines pour me réactualiser. C'est parce qu'en gros, de retour des vacances, j'avais 4 shows à rattraper. SummerSlam, Raw, SmackDown, Raw. Et puis au fur et à mesure que j'ai envoyé, il y en a d'autres qui ont eu. Enfin bref, c'était un merdier pas possible. Je suis enfin à la page et j'étais tout prêt pour le dernier Raw que j'ai regardé au petit-déj mardi matin. Et maintenant j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas fait de, j'ai pas pris de notes parce que déjà je devais faire la vidéo hier. J'ai pas eu le temps, donc je la fais ce mercredi matin. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Pas grand chose. Je vais faire un petit peu le tour des matchs. Pour l'instant, on en a 8 qui sont prévus, dont un en pré-show. Alors, faut savoir qu'un Night of Champions, la règle, c'est que tous les titres seront mis en jeu. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur dans les pay-per-view, surtout pour certains titres. Donc voilà. Et je vais commencer tout de suite avec le match de pré-show. Donc on aura Neville et les Lucha Dragons qui feront équipe ensemble face au Cosmic Wasteland. Alors c'est Stardust contre The Ascension. Alors c'est le but d'un pré-show, c'est-à-dire de divertir la foule. Alors sachant qu'on a eu on a eu un match qui tournait encore autour de Neville et de Stardust à SummerSlam et que c'est Neville qui avait gagné, donc il faisait équipe avec Stephen Amell. Est-ce qu'on va avoir le même exemple, le même match, le même résultat qu'à SummerSlam? C'est pas sûr au final parce que même si c'est en pré-show, en général, on cherche à divertir la foule et c'est en général le face qui gagne. Là, ce serait même intéressant, à moins que la rivalité s'arrête là, mais ce serait même intéressant que ce soit le Cosmic Wasteland qui gagne, parce que c'est vrai que Stardust, il essaye de s'équiper un petit peu de différents, coéquipiers. Ça n'a pas bien marché avec King Barrett qui s'est d'ailleurs tiré loin, qui a complètement laissé tomber. Stéphane Amell n'allait pas revenir à tous les pay-per-view pour faire équipe avec Neville. Voilà, il y a de quoi débattre, il y a de quoi partir sur un gagnant, comme une équipe gagnante, comme de quoi partir sur l'autre. Et ce serait plus intéressant que ce soit The Cosmic Wasteland qui gagne. Et donc je vais partir là-dessus. Je pense plus à une victoire du Cosmic Wasteland. Ça me semblerait plus intéressant. Dolph Ziggler contre Rusev. Donc c'est un rematch de SummerSlam. La seule différence, c'est que, comme vous le savez, à chaque fois, je suis sur la page Wikipédia pour avoir tous les matchs devant moi. Rusev fait marquer qu'il sera managé par Summer Rae et Dolph Ziggler n'est plus managé par Lana. Lana qui est blessée, elle a, je crois qu'elle a une fracture au bras, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. À SummerSlam, on a eu un double décompte à l'extérieur. Et donc voilà. Voilà, c'est une phrase. On a eu un double décompte à l'extérieur à SummerSlam. J'espère que ce coup-ci, on aura un gagnant. Même si c'est vrai que la rivalité commence à vraiment tourner. On savait que le point central, c'était quand même Lana et Summer Rae, mais là, ça devient vraiment le seul point en fait sur lequel on se base. À chaque fois que la dernière fois que les hommes se sont croisés sur le ring, il n'y a pas eu. On sent qu'ils peuvent pas se piffer, mais ça fait un peu les feux de l'amour au lieu de faire plein de testostérone. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu le concept. Donc c'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage. Est-ce que Lana pourrait revenir à Night of Champions? Moi je pense que ce serait bien. Parce que même si ça tourne autour même si c'est les deux mecs qui se battent, le point central, comme j'ai dit, c'est les deux nanas. C'est ce qui a causé la distraction de Rusev à SummerSlam, et je vois pas pourquoi ça changerait à Night of Champions. Alors faut aussi savoir que Dolph Ziggler, il a été accusé de tromper Rusev, de tromper Lana avec Summer Rae. Il lui a même offert un cadeau pour distraire Rusev à Raw, et en fait le cadeau c'était vraiment quelque chose de beau. Je crois que c'était des boucles d'oreilles ou un bracelet ou une bague comme ça, j'en sais rien, un truc que Summer avait l'air de vachement apprécier. Alors je sais pas trop.
l'idée serait que je pense que de toute façon, que ce soit Dolph Ziggler ou Rusev qui gagne, la rivalité continuera. Mais c'est vrai que l'arrivée de Lana semblerait logique et ça contribuerait justement à ce que cette rivalité continue, quoi qu'elle fasse. Sachant que Dolph Ziggler est tout seul et que pour l'instant on ne peut pas deviner ce que fera Lana ou ce que ne fera pas Lana à Night of Champions, je vais partir sur une victoire de Rusev. Parce que en plus, maintenant que j'y pense, ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas eu de victoire en pay-per-view. Et Dolph Ziggler continue de se démerder plutôt bien et il n'a pas spécialement besoin de victoire. Alors que Rusev, c'est vrai qu'il a eu son règne de 1 an et puis après il a enchaîné avec les rivalités à droite à gauche. Mais là voilà, ce serait bien qu'il ait à nouveau une victoire pour lui face à Dolph Ziggler à Night of Champions. Ensuite, je vais parler de The New Day contre The Dudley Boys. Alors oui, les Dudley Boys sont de retour à la WWE, mais je me dois de faire un petit rappel avant de parler des Dudley Boys. Donc on a eu The New Day contre les Primetime Players à Night of Champions. D'ailleurs, je crois que c'était un match à 4 équipes. Bref, final, c'est les New Day qui sont partis avec les titres. Et donc ça s'est enchaîné un petit peu avec quelques rematchs avec les Primetime Players. Les Dudley Boys sont arrivés le lendemain de SummerSlam, justement. Et donc ils ont commencé à faire ce qu'ils savent faire de mieux, à savoir foutre les gens à travers la table en faisant un 3D. Donc il y a eu, je vais y arriver, il faut que je me concentre un petit peu. Il y a eu un rematch pour les Primetime Players à Raw avant-hier, et le gagnant devait affronter, donc un rematch entre The New Day et les Primetime Players, et les gagnants affronteraient l'équipe des Dudley Boys à Night of Champions. Voilà comment on en est arrivé là. Est-ce que les Dudley Boys, pour leur retour, vont tout de suite avoir le titre par équipe? Alors, même si ce serait ultra prestigieux et que ça semblerait assez logique pour leur grand retour, ils en ont pas spécialement besoin. Même si The New Day, c'est une équipe qui gonfle tout le monde, elle commence néanmoins à s'ancrer vraiment dans pas les classiques, mais les choses habituelles que l'on se fait de la WWE. C'est une équipe qui, malgré tout, est solide, même si ils ont un rôle heel qui peut vous paraître débile, mais qui est quand même pas trop mal tenu, faut l'avouer. Est-ce que après d'un autre côté, est-ce que les Dudley Boys reviennent juste pour avoir un règne de titre qui dure 3 mois? Ça, ce serait, enfin 3 mois ou moins même, hein, ça, ce serait bien possible aussi. Donc il y a vraiment matière à débattre. Mais voilà, sachant que The New Day c'est leur deuxième titre et qu'ils l'ont aussi gagné à SummerSlam, ce serait presque un petit peu tôt. À mon goût, je trouve que ce match avec les Dudley Boys, il arrive un tout petit peu tôt. Ça aurait été plus intéressant de le voir au pay-per-view d'après, donc je crois que c'est Hell in a Cell. Et puis, ça aurait été mieux, ça aurait permis de mieux construire la rivalité et ça aurait permis à New Day d'être un petit peu plus champion plus longtemps. Enfin bref, il y a vraiment matière à débattre, comme je viens de le dire. Et je partirai plus du coup sur une victoire de pique-nique douille étoiles en douille et de The New Day, voilà. Non, puis d'ailleurs ça me semble logique par rapport au... ce serait quand même un sacré boom pour eux qu'ils puissent battre les Dudley Boys avec une intervention extérieure de Xavier Woods ou de celui qui ne concourra pas. Je pense que ce sera Xavier Woods qui fera du trombone en dehors du ring. Ce serait plus intéressant que ça se fasse comme ça ou qu'il y ait disqualification ou quelque chose comme ça qui permette au New Day de conserver leur titre. Donc je vais partir sur peut-être pas une victoire mais au moins une conservation du titre pour The New Day. Ryback contre Kevin Owens. Alors ce match, alors si je dis pas de bêtises, c'est un des derniers qui a été annoncé. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il a été annoncé justement en dernier. La semaine dernière. Je vais y arriver. 1, 2, 3. Ryback contre Kevin Owens pour le titre intercontinental. Donc, la seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est que le match est arrivé un peu tard. Bon, il est pas arrivé, il est arrivé il y a 10 jours, il a été annoncé il y a 10 jours. Mais voilà, ça aurait permis, je trouve que la rivalité aurait mérité d'être un peu plus construite sur le temps. Ça aurait été plus intéressant de le faire directement le lendemain de SummerSlam, alors qu'on a encore fait un match par équipe entre les anciens challengers et les anciens champions. Enfin, c'est un bordel pas possible. Ça aurait été plus rigolo parce que Kevin Owens est excellent au micro, Ryback l'est un peu moins et il est très bien soutenu. Ça aurait permis
ça lui aurait permis de se développer un petit peu son caractère, développer son personnage au micro à Ryback, et je pense qu'il en a besoin. Parce que même si Kevin Owens est heel, il est quand même sacrément apprécié par les fans de la WWE, et je pense qu'il est même plus apprécié que Ryback. Donc c'est quelque chose qui risque de manquer à Ryback pour Night of Champions, c'est qu'il risque d'être moins soutenu que Kevin Owens. Bon, c'est un détail. Sachant que Kevin Owens enchaîne quand même quelques défaites, je crois qu'il a perdu face à Cesaro, si je dis pas de bêtises. Non, il a gagné face à Cesaro, je dis des conneries. Bref, est-ce que c'est trop mal foutu? Je trouve que ça, il n'y a pas assez de, il y a pas assez de construction autour de cette rivalité. Il y a eu un petit bout de segment avant-hier soir à Raw entre Ryback et Kevin Owens, mais ce serait déjà bien pour Ryback qui gagne face à Kevin Owens. C'est quand même un adversaire de taille, il faut le dire. On pourrait avoir un gros match aussi, un titre intercontinental. Ce serait bien d'avoir un bon quart d'heure de match, ce serait intéressant. Je pense que les deux hommes sont capables de faire des choses assez cool, sachant leur puissance physique, surtout celle de Kevin Owens. Donc ce serait quand même plutôt cool. Et je sais pas, je vois plus cette rivalité continuer jusqu'à Hell in a Cell, et quitte à ce que Kevin Owens continue à être après le titre intercontinental et qu'il le gagne face à Ryback là-bas. Mais là, je trouve que la rivalité est pas assez construite. Alors, est-ce que ça va quand même arriver? C'est possible, mais moi je trouve que ce serait dommage pour Ryback, qui se défend plutôt pas mal, d'avoir d'un seul coup à céder son titre à Kevin Owens, alors qu'il y a eu à peine 2 semaines de construction autour de ce match-là. Donc moi je pars plus pour une rétention du titre de Ryback, et je vais rester bloqué sur cette idée-là. J'ai envie d'en voir plus de cette rivalité-là. Alors bien sûr après Kevin Owens peut aussi bien gagner le titre et puis que Ryback revienne après, ça peut aussi se faire dans ce sens-là. D'ailleurs maintenant que j'y pense, c'est vrai que ce serait presque plus logique de faire comme ça. Mais je vais rester sur ma première intention, et je pense que Ryback va conserver son titre face à Kevin Owens. Ce serait quelque chose de super bien pour le show, et puis quitte à ce que Kevin Owens reste pour la suite. Ensuite, Nikki Bella contre Charlotte. Alors, Nikki Bella a donc battu le record de AJ Lee, donc ça c'était quelque chose qui me semblait plus ou moins logique, parce qu'on veut faire oublier AJ Lee, parce que c'est Madame CM Punk et qu'on veut faire oublier CM Punk à tout le monde. Donc du coup, on lui a filé le record de la diva de la diva qui a été championne de la diva sur le plus longtemps. Et puis il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises, voilà, on a eu un Beat the Clock Challenge entre Becky Lynch, Paige et Charlotte. Becky Lynch affrontait, je sais plus, alors je vais relire. Voilà, Becky Lynch a battu Alicia Fox en 3 minutes 21, Charlotte a battu Brie Bella en 1 minute 40, et Paige n'a pas réussi à battre Sasha Banks en moins de temps que 1 minute 40. Donc du coup c'est Charlotte qui est devenue la prétendante numéro 1 au titre de Nikki Bella. Il y a eu un match pour le titre d'ailleurs, maintenant que j'y pense, qui était le match pour le titre, c'était avant-hier, et c'est Brie qui est intervenue et qui a d'ailleurs subi le tombé à 3 de Charlotte. Donc ce qui a causé une disqualification. Enfin, voilà, c'était un peu un bordel. Charlotte était persuadée d'être championne, et finalement Stephanie McMahon est arrivée en disant que Charlotte avait fait le tomber sur la mauvaise personne, et que du coup il y avait disqualification. Donc Charlotte était bien la gagnante, mais la championne était toujours Nikki Bella. Par contre, le match, il aurait eu lieu quand même. Il allait donc être déplacé et refait à Night of Champions. Mais si Nikki elle est décomptée à l'extérieur ou disqualifiée, elle va perdre le titre, et ce sera pour Charlotte. Donc voilà, alors ça c'est le côté enfin intéressant. On a un petit bout de stipulation pour un match de diva entre Nikki Bella et Charlotte. L'autre chose qui est bien, c'est qu'on va voir ce que Charlotte est capable de faire en pay-per-view face à une adversaire qui est toute neuve et Nikki Bella, ce sera pour Nikki Bella, ce sera un adversaire toute neuve, et avec qui elle aura pratiquement jamais catché. Ce côté disqualification, ça peut être ça peut être cool. Donc ça va forcer les deux équipes à rester en dehors du ring, voire même à rester dans les coulisses. Mais voilà, faut pas qu'il y ait ça risque aussi d'y avoir une distraction de l'arbitre et de tourner autour de ça. Parce que c'est ça le problème, c'est que même si on file une stipulation d'IVA, j'ai l'impression qu'elles exploitent ça pas de la meilleure des manières. Et là, pour l'instant, pour le coup, ce serait quand même plutôt pas mal.
maintenant que Nikki Bella a battu le record, je pense qu'il serait temps qu'elle passe la main et qu'elle lâche un peu ce titre des divas parce que même si elle progresse, elle ne le mérite pas et Charlotte le mérite quand même un peu plus qu'elle. Donc je vais rester sur cette idée-là. Ce serait plus intéressant que Charlotte gagne le titre. Mais après, d'un autre côté, je vous vois bien une merde arriver, genre intervention extérieure qui distrait l'arbitre et puis Nikki Bella qui gagne ou conneries du genre. Et là, pour le coup, ce serait bien que le match dure un peu plus longtemps et qu'il soit mieux construit, qu'il soit un peu plus vivant que les autres matchs des divas et que les commentateurs en aient vraiment quelque chose à foutre. Après d'un autre côté, Charlotte a déjà gagné, bon c'était pour de faux, mais elle a déjà quand même gagné son titre des divas lundi dernier. Donc est-ce qu'ils vont lui refaire faire ça dimanche soir? Je sais pas trop. Mais je vais rester comme ça et je vais partir sur une victoire de Charlotte parce qu'elle le mérite. Et je pense que maintenant Nikki Bella elle a fait son temps et il serait temps qu'il y ait quelque chose de nouveau, que ça bouge un petit peu dans le camp des divas maintenant qu'il y ait Becky Lynch et Sasha Banks et Charlotte qui sont arrivés. Ce serait bien que ça bouge. Après, on va voir la Wyatt Family composée de Bray Wyatt, Luke Harper et Braun Strowman. Je vais revenir après. Qui affronteront donc Dean Ambrose, Roman Reigns et un adversaire dont on ne connaît pas le nom. Alors, Braun Strowman, pour ceux qui viennent d'atterrir, Braun Strowman est un mec qui est arrivé le lendemain de SummerSlam match auquel Bray Wyatt et Luke Harper ont perdu face à nul autre que Dean Ambrose et Roman Reigns. Braun Strowman étant qu'arrivé, donc c'est un homme énormissime avec des cheveux longs qui a la tête très semblable à Bray Wyatt avec des petits yeux de fouine et puis qui a une force assez incroyable et qui est capable d'endormir et de faire d'une seule bouchée n'importe lequel de ses adversaires. Il est considéré comme le mouton noir de Bray Wyatt. Et donc pour avoir un match à 6-36, Dean Ambrose et Roman Reigns, ils ont besoin de se trouver un troisième partenaire. Et donc, apparemment, ils en ont trouvé un, mais on ne sait pas qui c'est. Et même si je suis sûr qu'il y a moyen de le trouver, je ne vais pas chercher moi-même sur Internet. Et donc, du coup, j'ai préféré faire le tour du roster. Donc, je vous ai mis un petit listing des superstars qu'on voit en ce moment à la WWE et qui seraient susceptibles de faire partie de l'équipe, voire quelques superstars qui pourraient faire leur retour. Alors, on va commencer par Big Show. Bon, Big Show, il est heel. Il vient de perdre face à Ryback et aux Miz pour le titre intercontinental à SummerSlam. Mais je pense qu'il a autre chose à foutre que d'aller s'emmerder dans un match face à la Wyatt Family, même si c'est vrai qu'il serait de taille pour affronter Braun Strowman. Et puis il a autre chose à foutre. Le Miz, il fait un très bon heel. Il reste, c'est un abruti, il le joue très bien. Donc je vois pas pourquoi ça changerait. Puis pareil, il a rien à foutre là-dedans. Donc voilà, King Barrett, il a perdu face à Neville. Pourquoi faire un heel turn pourquoi faire un face turn alors qu'on est très bien en heel? Pareil, ça servirait à rien. Mais bon, on sait jamais. Je l'ai mis dans la liste parce qu'il fallait bien que je mette des gens dans la liste. Mark Henry. Au final, pourquoi pas Mark Henry? C'est vrai qu'il a pas grand chose à gagner à se mettre dedans, mais ce serait pas assez énorme pour nous le faire attendre jusqu'à Night of Champions. R-Truth, ouais, non. Sheamus, il est heel et puis il détient la mallette Money in the Bank et je pense qu'il a l'intention de la cacher plus tard dans la soirée, mais je vais y revenir. Zack Ryder. D'accord, Bo Dallas. Non mais c'est quoi cette liste là, putain bon, bref. Eric Rowan. Ah oui tiens, cas particulier de Eric Rowan. Il a un souci à son biceps, je crois, qu'il a tenu en dehors des rings pendant plusieurs mois. Mais là, même si l'idée serait intéressante, je ne pense pas qu'il reviendra. Je crois qu'il est toujours blessé. C'est vrai que l'idée aurait pu être assez rigolote, mais voilà, ça aurait pas été assez énorme. D'un certain point de vue, si, parce qu'il faisait partie de la Wyatt Family avant, mais j'aurais bien vu une espèce de trahison. Je pense que Dean Ambrose et Roman Reigns sont un peu plus intelligents que ça. Cesaro, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il a un peu rien à foutre dans ce match-là, et ce serait plus intéressant de le voir affronter d'autres bonhommes pour le titre intercontinental, ou le titre US un peu plus tard, j'en sais rien. Brock Lesnar, oui d'accord, non, Brock Lesnar il a perdu face à Seth Rollins, non, il a perdu face à Seth Rollins à Money in the Bank.
Et à SummerSlam, il a perdu face à l'Undertaker. D'ailleurs, c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'était un petit peu bizarre parce que je vais revenir vite fait dessus. L'Undertaker, il a abandonné et la seule personne qui l'a pas vu, c'est l'arbitre. Bref, il reste qui d'autre Kane. Alors, Kane, il est censé être blessé. Il est censé faire partie de l'autorité, mais ce serait intéressant qu'il revienne en côté face pour affronter la Wyatt Family. Ça ressemblerait presque logique. Mais je sais pas pourquoi, je la sens que moyennement. Ce qui nous laisse Randy Orton. Randy Orton, lui, il a déjà affronté, il a déjà fait partie de cette équipe-là. Et même si ça ressemblerait à un choix assez logique, je vois difficilement pourquoi Randy Orton viendrait là-dedans. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'Undertaker. Bah oui, bien sûr, l'Undertaker, maintenant qu'il s'est vengé de Brock Lesnar, pourquoi il continuerait pas à faire chier Bray Wyatt aussi? Même si ça paraîtrait énorme, je ne vois pas l'Undertaker revenir et faire équipe avec Dean Ambrose et Roman Reigns. Ce serait beaucoup trop énorme pour un match qui sera en plein milieu d'un show. Donc il nous en reste un seul. Et oui, ça fait rêver, mais j'en sais rien. Je vais pas vous vendre du rêve, j'ai fait cette liste justement pour vous expliquer que c'est très compliqué d'essayer de deviner qui pourrait être le partenaire. Même si Daniel Bryan, ça ferait rêver tout le monde, sachant que maintenant sa contusion, sa blessure est plus ou moins terminée, il est dans le feu vert de la WWE. Vous pouvez y croire, ce serait vraiment énorme, mais j'en sais rien. Je préfère laisser le suspense, ce serait assez rigolo. Mais en tout cas, d'un certain point de vue, je pense que si la WWE nous laisse le mystère quant aux partenaires de Roman Reigns et de Dean Ambrose, c'est que ces deux-là gagneraient. Je vois pas pourquoi mais d'un autre côté, c'est vrai que je vois pas pourquoi faire arriver Braun Strowman et le faire perdre juste après. Donc il y a matière à débattre. Alors, vous faites votre choix comme vous le pensez. Moi, je pense que partant du principe que si le coéquipier de Roman Reigns de Dean Ambrose n'est pas annoncé dans la semaine, c'est eux qui vont gagner. Donc, vu comme on est maintenant, je vais partir sur ça. Il nous reste 2 matchs. On va commencer avec Seth Rollins contre John Cena pour le titre des États-Unis. Donc, Seth Rollins a battu John Cena à SummerSlam. Donc, du coup, il est reparti avec son titre WWE et le titre US. Et il y a donc un rematch à Night of Champions. Et donc, je vais parler en même temps du match contre Sting. Parce que Seth Rollins, John Cena, vous savez comment ça s'est foutu. Sting, il est arrivé le lendemain de SummerSlam en prenant la place de la statue que la WWE lui avait fait construire. Et il a jeté son dévolu sur Seth Rollins pour avoir le titre WWE poids lourd. Et donc je pense qu'il faut voir tous ces matchs en un seul. Parce que Seth Rollins va donc avoir 2 matchs dans la soirée. Je pense que le match contre John Cena sera au milieu du pay-per-view, voire au tout début. Parce que Seth Rollins, il faut quand même qu'il se repose entre ces 2 matchs. Et voilà. Est-ce qu'on peut, d'ailleurs, tant qu'on y est, penser à un cashing de Sheamus? Pourquoi pas. Encore une fois, ce serait dommage que Sting ne revienne que pour un seul mois. Ce serait rigolo de le voir champion, même si ça dure pas très très longtemps. Et d'un autre côté, je ne vois pas Seth Rollins. Soit il gardera ses 2 titres, soit il perdra les 2. Et bizarrement, je ne vois pas John Cena perdre à nouveau contre Seth Rollins, sachant que je ne vois pas beaucoup de changements de titre dans la soirée. Et donc ce serait dommage. Je sais pas pourquoi. Moi, je vais vous le vendre comme ça. Ça me paraît pourri, mais en même temps, connaissant la WWE, ça pourrait très bien se faire comme ça. Je vois bien John Cena gagner contre Seth Rollins et Sting gagner et enchaîner avec un cashing de Sheamus pour tout flinguer et puis foutre la merde dans la vie de Seth Rollins qui paraît beaucoup trop rose en ce moment pour lui. Donc voilà. Je le vois que comme ça, je sais pas pourquoi. En général, je suis mon intuition et je reste avec ce que je pense. Et donc, je vais rester là-dessus. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'arguments à mettre en avant sur ces 2 matchs-là. Sting, même si ça fait 4 semaines qu'il est là et qu'il fait ça correctement avec ses promos, c'est vrai que c'est difficile de le voir champion. Mais d'un autre côté, voilà, je ne vois pas Seth Rollins perdre le titre US et garder le titre WWE, et encore moins l'inverse, quoi. Donc
Donc c'est pour ça que je vais voir ça comme ça, et j'ai quand même un peu de mal à voir Sting champion WWE, donc c'est pour ça que je mettrai Sheamus en avant pour ce côté-là. Voilà, j'en ai terminé avec cette review pour Night of Champions. J'espère que ça vous a plu, et je vous invite bien sûr à liker toutes les pages, les partager, commenter. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, je suis toujours là pour discuter de catch, il n'y a aucun souci. En ce qui me concerne, par contre, je regarderai le show. Ça va être compliqué, mais je vais le regarder parce que je pars encore en vacances ce coup-ci. Mais donc j'amènerai mon PC, mais c'est possible que je ne fasse pas de vidéo, ou alors si j'en fais une, je ferai le pay-per-view héros d'un seul bloc comme je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais c'est pas sûr, je vous tiendrai au courant. Je vous laisse avec ma chanson du moment, c'est une reprise, le morceau s'appelle Hangover, c'est la version de Hailstorm, c'est une reprise de Taio Cruz, et vous allez kiffer parce que vous connaissez Hangover, bah là c'est une version métal pirate, ça défonce sa mère. Voilà, c'est tout. Bon week-end, bonne bourre, bon pay-per-view à tout le monde les amis, et puis à plus, ciao ciao ciao. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more. So I can go until they close up.